12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique et place ce midi à la poésie avec deux recueils d'auteurs bien installés dans le genre. Et pour cause, l'une, Louise Gluck, a été couronnée par le prix Nobel de littérature en 2020, quand l'autre, Lionel Rey, a été salué comme un événement poétique considérable par Louis Aragon. Et oui. Et au-delà de ça, entre les deux, un souci commun, le temps, celui qui passe et ne laisse que des souvenirs. Nous en débattons ce midi avec Anne Dugin. Bonjour Anne. Bonjour. Rédactrice en chef de la revue Esprit. À vos côtés, Romain de Becquelièvre. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes producteur sur France Culture. Soyez tous les deux les bienvenus dans les Midis de Culture. On commence avec Recueil collectif de recettes d'hiver de Louise Gluck, traduit de l'anglais par Marie-Olivier. Elle nous observait, comme une silhouette au sommet d'une montagne, regardant en bas. Quoique nous fussions ceux qui regardaient en bas en réalité. De toute évidence, mon esprit n'est plus ce qu'il était, dit-elle. La plupart de mes réalités ont disparu. Mais certains principes de base sont apparus du même coup, avec une clarté surprenante. Les Chinois avaient raison, dit-elle, de révérer les anciens. Recueil collectif de recettes d'hiver, c'est le titre du dernier recueil de la poétesse Louise Gluck. Disparue le 13 octobre dernier, nobelisée mais encore trop peu connue en France, elle poursuivait son chemin solitaire en poésie, n'appartenant à aucune école, à aucune mode. Un style tout en retenu, mais de plus en plus narratif, comme en témoignent ces 15 recettes qui, tantôt sur le mode de la fable, tantôt sur le mode de la bribe autobiographique, racontent la fin d'une vie, les souvenirs qui remontent d'un passeport oublié à un bonsaï qu'on taille. Anne Dugin, qu'en avez-vous pensé ? Alors c'est comme beaucoup de lecteurs français. En fait, c'est quelqu'un que j'ai découvert très tard, Louise Gluck. Et donc au moment du prix disons-le, Nobel, au moment du prix Nobel, voilà. Je l'avais vu passer dans certains sommaires de la revue Poetry, la grande revue américaine, et elle avait été un peu traduite dans la revue Poésie également, dans Place de la Sorbonne aussi, il faut le dire, une revue qui fait un bon travail. Et là, si vous voulez, ce recueil, il me paraît complètement dans la lignée de ce qu'on connaît d'elle, en tout cas comme lecteur français. On retrouve cette voix si spécifique, vous l'avez dit, qui se laisse pas cataloguer si facilement, qui est à la fois très retenue et très lyrique. Il faut le dire, on y reviendra, tous les grands thèmes de la poésie lyrique sont là. À la fois intimiste et volontiers réflexive, voire franchement spéculative. Et avec là, dans celui-ci, si ce recueil se distingue peut-être particulièrement, c'est vraiment la nette inflexion vers la forme narrative. Des poèmes qui sont comme parfois des petites nouvelles, presque, en vers, néanmoins, tous en vers libre, en forme de fable, en forme de conte. L'évocation du conte est même explicite dans plusieurs d'entre eux. Ce serait comme dans un conte Et on retrouve tous les thèmes qui traversent son œuvre, donc le rapport au temps, à la mort, la solitude. Et là, je pense que la réflexion sur le temps dont on ne sait pas s'il est linéaire ou circulaire, la mémoire, on se demande si ce qui a vécu a vraiment été vécu, si ce qui est vécu n'est pas toujours un recommencement, ce sont des thèmes complètement obsessionnels qui reviennent. Et puis, une autre caractéristique de cette poète, c'est vraiment son jeu poétique, le jeu complètement dispersé, éclaté dans une myriade de voix. La première personne. Oui, le jeu sa voix. dont on ne sait jamais vraiment d'où il parle, avec des passages entiers dont on se dit qu'ils sont volontiers biographiques, mais toujours un doute s'instille, la figure de la sœur, la figure de la mère, mais en fait, toute cette distribution la figure d'un prof aussi. La figure d'un professeur, etc. Au risque peut-être, dans celui-ci et dans certains poèmes en particulier, d'une évanescence qui devient telle que voilà, on n'a plus aucun repère. On sait plus ce qui tient, ni dans les décors, ni dans les paysages, ni dans les événements, ni dans la mémoire. Avec au risque voilà, de l'effet du texte, du poème qui vous glisse comme du sable entre les doigts. Et voilà, avec la frustration que ça peut susciter, en tout cas en moi. Romain de Becquelièvre aussi, frustration et avant tout découverte peut-être. Ouais, découverte. Louise Gluck, son œuvre, c'est vraiment un continent. Il y a encore énormément à traduire, notamment des œuvres de jeunesse, qui étaient aussi beaucoup inspirées de matière grecque. Un recueil qui s'appelle Achille aussi. Enfin, elle emprunte apparemment beaucoup à la poésie épique. Et c'est vrai que c'est désarçonnant à la lecture, c'est qu'on a cette forme versifiée et en même temps un récit qui se déroule, qu'on peut lire, comme disait Anne, comme une nouvelle. Et cette espèce de contraste est quand même assez saisissant. Un mot sur le titre.
titre peut être recueil collectif de recettes divers. Qui est quand même un très beau titre. Qui est quand même un très beau Pour le titre. coup, il accroche. Là, il glisse pas du tout entre les doigts. Oui. Et qui fait référence à un poème très précis où elle raconte une histoire assez étrange, c'est-à-dire une communauté qui l'hiver va récolter de la mousse sur les arbres pour en faire une espèce de sandwich. Accommodé avec de la moutarde sauvage, des choses comme ça, etc. Et ça, c'est un peu ce que produit Louise Gluck, et ce qui m'a énormément plu, c'est cette espèce de récit collectif. La présence du collectif, elle est tout le temps là. C'est-à-dire le jeu de Louise Gluck, il est jamais tout seul. Il y a toujours une sœur, un frère, un dialogue, etc. Et on a l'impression que sa poésie, et c'est ça qui m'a touché énormément, elle est incarnée dans du collectif. Elle se fait à plusieurs. En tout cas, on est plusieurs à l'écouter. Il y a un poème qui est magnifique qui s'appelle L'Histoire sans fin aussi. Ouais, qui est très beau. On vient d'en entendre. C'était un extrait justement d'une histoire sans fin qu'on où vient quelqu'un d'entendre. raconte une histoire et s'évanouit au milieu d'une phrase. Enfin, ce qui est une idée vraiment magnifique. Et que font les auditeurs au milieu de cette phrase-là? Et j'ai trouvé ça assez beau parce que ça, à la fois, ça donc déplaçait un champ de la poésie qui est souvent quelque chose qui peut être de l'ordre du solipsisme et de la solitude. Et ça assigne une espèce de récit des origines un peu fantasmé, un peu mystérieux. C'est-à-dire cette communauté qui fait des sandwichs, on voit pas du tout ce que c'est. On ne sait pas si c'est un souvenir autobiographique. Qui sont-ils? Et moi, ça m'a... Et quel goût a Oui, surtout. un Oui. sandwich Elle dit que c'est à la pas très mousse. bon, Ouais. mais que c'est une recette d'hiver, quoi. Oui, Et que c'est pour les pour temps tenir. durs. Si on met beaucoup de pour les temps moutarde. difficiles. Mm. Et on sent que c'est un recueil de poèmes qui est marqué aussi par cette idée des temps qui sont difficiles, donc la fin, notamment avec la présence de la mort. Mais il y a quelque chose d'un hommage rendu à des ancêtres fantasmatiques et imaginaires qui, moi, m'a énormément touché. Alors, question, est-ce que vous avez lu d'autres recueils de Louise Gluck? Parce qu'on dit quand même que, voilà, elle était très peu connue. Vous avez découvert son nom en 2020, comme peut-être la plupart des Français, lors de son prix Nobel. Seulement 4 recueils d'elle sont publiés en France. C'est Gallimard qui a entrepris ce travail-là avec la traductrice Marie Olivier. Donc, c'est un énorme travail. Est-ce que vous connaissez déjà son travail, ce qui vous permettrait peut-être d'avoir une autre lecture de ce recueil que des auditeurs qui ne l'ont jamais lu? Anne. Alors moi j'ai lu L'Iris sauvage. Donc le texte qu'il a fait vraiment Voilà, qu'il a fait connaître. Et j'ai lu Averno et Meadowlands en anglais, qui sont des... Et là moi, je vois une continuité parfaite avec celui-ci, qui sont des recueils qui empruntent beaucoup à la mythologie et à la figure littéraire du mythe, en fait, pour explorer l'expérience contemporaine, quotidienne et singulière, féminine aussi, il faut le dire. C'est-à-dire que je pense qu'elle revendique absolument pas une poésie féminine, mais notamment dans la lecture qu'elle fait de l'Odyssée et de la figure de Pénélope, etc. Il y a comme ça des fils qui traversent son œuvre qui sont tout à fait spécifiques et dont il me semble qu'on les retrouve complètement ici. Alors justement, parmi ces fils-là, vous avez évoqué certains thèmes. Anne, après je vous poserai la question à vous, Romain. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié si vous connaissez déjà l'œuvre de Louise Gluck. Je vous Préparez coupe votre réponse. la parole. Non, sur ce que vous disiez, Anne, ce qui est intéressant, c'est sur ce mélange entre retenue et lyrisme. C'est quand même un style très particulier, Louise Gluck. Vous l'avez dit, parfois les poèmes s'étiolent un peu, on a du mal à voir sur quoi ils reposent. Comment on peut expliquer ce mélange entre retenue et lyrisme? C'est très difficile, en fait, je trouve, de dire. Elle appartient à aucune mode, aucune école. Parfois, on la range dans la poésie objectiviste. Alors, oui, c'est quoi la poésie objectiviste? J'allais le dire parce que donc elle n'a pas revendiqué cette étiquette, mais elle a toujours été classée dedans. Et la traductrice française le refuse. Voilà, elle trouve que ça ne colle pas. Que ça colle pas, ouais, tout à fait. Et donc, là, il y a une question qui est probablement intéressante. Donc, l'objectivisme, c'est un courant littéraire américain qui naît au début des années 30, qui est notamment, dont le fondateur, on peut dire, est William Carlos Williams, et rejoint très vite par Louis Zukowski. Et parmi les plus jeunes, il y a des figures que les auditeurs connaissent peut-être, comme George Open, Charles Reznikoff, et des figures qui ont en commun, donc très différents, des poètes en réalité très différents, mais qui partagent une inquiétude ou une conviction qui est qu'il faut se méfier du moi poétique. Il faut se méfier d'un moi poétique qui prend trop de place et qui encombre le poème et qui encombre sa forme et qui produit de l'épanchement et qui finalement coupe du monde. Et donc objectivisme, ça renvoyait à l'idée du poème d'abord comme objet, comme forme que l'on peut objectiver, que l'on peut poser devant soi. Je dis tout de suite aussi que ça ne veut pas dire ce qui a souvent été reçu comme ça, en particulier en France, parce que l'objectivisme a eu une influence importante en France. Il n'est pas du tout question d'être objectif sur un plan psychologique et de décrire l'environnement comme s'il était précis, concret. Et donc en fait, Louise Gluck, elle est
de ce point de vue-là, il y a quelque chose de l'objectivisme ou du projet objectiviste qu'on retrouve chez elle, qui est cette mise à distance comme ça du moi, du jeu poétique, d'abord dans sa dispersion, ensuite dans le refus de l'émotion, ou en tout cas de son expression primaire, on va dire, et une façon de cadrer le poème, de poser des décors, de cadrer des objets, de cadrer une vision. Qui participe, moi je trouve, de cette grande ambition de l'objectivisme qui est de mettre à distance un moi poétique qui serait encombrant. En revanche, et c'est peut-être là moi que cette œuvre à la fois est très intéressante et me séduit beaucoup, et en même temps, ce qui me retient, si vous voulez, c'est que je crois pas, et en tout cas chez elle, qu'elle parvienne réellement à se débarrasser de ce moi en faisant un travail d'abstraction. Je crois que ce moi dont elle parle, en fait, il est bien là, et il est presque encore plus encombrant qu'il ne s'assume pas comme tel. C'est-à-dire que je crois que, finalement, je fais partie de ceux qui pensent que le moi est encombrant, il faut s'en méfier en poésie, mais on le dépasse davantage en forant plus profond qu'en remontant, l'affrontant même. Que dans un travail d'abstraction. Par exemple, je cite le début d'un poème qui moi, m'arrête, quoi. Automne, je cite juste la première strophe. La partie de la vie dédiée à la contemplation était en dissonance avec la partie engagée dans l'action. Bon. Vous n'avez pas vu la tête d'Anne Bujam, un air atterré. Là, il faut pas s'arrêter à ça. Et il y a quelque chose de c'est pas très honnête dans ce que je fais là. Mais ce que je veux dire, c'est que une strophe comme ça, pour moi, poétiquement, là, le conte n'y est pas. Et cette cette expérience, cette sensation de la division intérieure entre la contemplation et l'action, c'est très important, c'est majeur. Mais elle aurait, là, typiquement, elle gagnerait à aller un tout petit peu plus loin plutôt que de rester dans ce discours, en fait, très allégorique, d'où la référence permanente au mythe, presque où le réel est symbolique, où les sensations symboliques, et où on voit pas trop où elle est, mais on sent bien qu'elle est là néanmoins. Donc, le problème entre ce risque d'évanescence que vous soulignez au début, Anne, et en même temps, ce moi qui est là et qui flotte et dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Romain. Moi, je poserais la question différemment. En fait, je pense qu'on sait pas exactement encore, enfin, j'ai du mal à déterminer, moi, ce qui relève de l'objectivisme, du lyrisme ou des choses comme ça. Je pense qu'on n'arrive pas encore à déterminer ce que fait Louise Gluck avec les poèmes, en fait. Enfin, je pense qu'on n'a pas de vision assez générale et assez large. C'est pour ça que c'est assez commode de dire et qu'elle du coup, moi, je l'embrasse un peu, vraiment. Enfin, j'embrasse le mystère total de cette forme-là. Il y a par exemple, dans la spécificité de ce recueil-là, toute une réflexion sur de la pensée chinoise. Au début, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Mais pensée chinoise, donc il y a le Tao qui est cité, il y a la question de tout ce qui revient, à un moment il y a cette phrase qui est magnifique, il est tout revient, mais ce qui revient n'est pas ce qui est parti. C'est d'une simplicité et d'une justesse absolument folle. Et elle fabrique, du coup, avec tout ce savoir-là et cette ancestralité et ce collectif-là, une espèce de sagesse que j'ai trouvée, moi, complètement cabossée. Hyper belle et en fait assez bouleversante. À la fin des poèmes, il y a par exemple tout un truc avec tout un dialogue avec la sœur, où la sœur lui dit que la vie est comme une torche qui passe du corps à l'esprit. Il y a des choses comme ça, il y a la question du feu, et à la fin, il y a cette dernière phrase qui dit « le feu est encore vivant ». Qu'est-ce qui reste encore vivant ? Enfin, il y a quand même des choses qui restent, qui m'ont bouleversé, moi, en fait. Très et puis ce moi, est-ce qu'on peut pas dire qu'elle se le coltine un tout petit peu plus, Anne, dans la mesure où, par exemple, je pense à un des premiers poèmes, Le déni de la mort, où elle raconte cette histoire donc de passeport oublié. Elle est en voyage avec son amoureux, son compagnon. Elle oublie son passeport et elle ne peut pas rentrer dans l'hôtel. Et lui, son amoureux, on comprend qu'il continue en fait son voyage sans elle. C'est comme ça que j'ai entendu. Là, il y a quelque chose d'elle-même, les mentions de sa sœur, les mentions de ce vieux professeur qui lui donne des cours sur l'art. Alors, ont-ils existé ou pas, ont-ils vraiment dit ça, peu importe, mais pour le coup, il y a quelque chose du détail très concret d'une vie qui s'est passée, qui apparaît. Et là, le moi apparaît à ce moment-là, Anne Nugent. Encore que on ne sache pas vraiment si c'est le moi. Alors moi j'ai beaucoup aimé effectivement ce poème qui est le second, Le déni de la mort, qui vraiment fonctionne comme une petite nouvelle et finalement après esselée, elle rentre en dialogue avec le concierge de l'hôtel mais il y a presque quelque chose de beckettien dans cette scène. On sait pas ce qu'ils font, on sait pas si le temps est aboli, eux-mêmes ne le savent plus. Mais moi, je dirais que la force d'un poème comme celui-ci, c'est beaucoup moins l'exploration de ses sensations propres, etc., qui, encore une fois, je pense, pour moi, ne sont pas ce qu'elle fait de mieux que le fait de camper
cet espace fantasmé. Alors là, on laisse face à la mer, ou comme dans le recueil collectif de recettes diverses, cet arboretum là, donc cet endroit où on prend soin des bonsaïs et où on fait des sandwichs avec la mousse de genévrier. Enfin, il y a quelque chose de presque un petit peu fantastique dans la manière qu'elle a de camper ces décors, ces personnages qui évoluent dedans. Et qui, s'interrogent sur leur rapport au temps, leur rapport à la mémoire. Et ça, de ce point de vue-là, ça cristallise dans le lecteur des images fortes, des choses fortes. Et un sens indécidable, bien souvent. Et aussi. un sens qui est tout à fait indécidable. Pour finir cette partie, Romain, vous en aviez lu d'autres ? Des recueils de... J'avais parcouru l'Iris sauvage, ouais. Bon, peut-être il faut commencer par l'Iris sauvage, qui est vraiment son premier recueil connu, oui. Et aller vers recueil collectif de recettes divers. Leo thinks the things man makes are more beautiful than what exists in nature, and I say no. And Leo says, wait and see. Recueil collectif de recettes divers de Louise Gluck, traduit de l'anglais par Marie Olivier et publié par Gallimard. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Et à présent, les récits de l'ombre et autres poèmes de Lionel Ray. Ma mémoire est une cave où l'on ne marche qu'au ralenti. Tout ce tapage autour de moi. Quel est ce nom que je croyais mien ? Ici, l'ombre est souveraine. Nous avons vécu de stupeur et d'élégance, de petites morts. L'éternité nous embrassait, à pleine bouche. La mémoire gravée, son chiffre sur l'observatoire des collines. Les récits de l'ombre le disent bien, la mémoire est une cave où l'on marche au ralenti. Partout donc de l'ombre et le temps qui passe irrémédiablement, vouant chaque chose et soi-même à une présence fantomatique. Lionel Ray, prix Goncourt de la poésie 1995 et adoubé par Louis Aragon lui-même, n'a cessé de l'écrire ou tenter de traduire ses fantômes, ses silences, ses creux. Il continue ici avec ce recueil, poussant toujours plus loin sa tentative de saisir ce rien qui reste. Mais est-ce qu'il y parvient, Romain de Becdelièvre? Alors, vaste question. Vous avez le droit à oui ou non. Je sais pas, je pense qu'un des buts de la poésie, si on y arrive, il n'y a plus de poésie. C'est fini. Pense. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas d'écriture. Voilà, donc, Lionel Ray, c'est un poète qui est pas immensément connu. Donc oui, adoubé par Louis Aragon, comme vous l'avez dit. Là, c'est un recueil, il en a écrit plusieurs dizaines, j'ai l'impression. C'est un recueil qui, d'une certaine manière, apparaît, un peu comme Louise Gluck d'ailleurs, crépusculaire. Il y a des thèmes très communs entre les deux. Oui, c'est un recueil qui récapitule beaucoup de choses. Pour dire deux mots d'abord, peut-être pour entrer dans cette poésie-là, un mot sur la forme. C'est des poèmes qui sont assez brefs, où il y a beaucoup d'air sur la page. La forme est assez condensée. Avec des structures de strophes. C'est une poésie qui ne rime pas. La plupart du temps, il y a quelques effets de rime par-ci, par-là. Et pour relater mon expérience de lecture, moi, ça a été assez particulier. C'est-à-dire, j'ai lu donc les poèmes les uns à la suite des autres, et ça m'a mis dans un état un peu d'hypnose. C'est-à-dire, on a une répétition des thèmes, donc la question obsédante du temps, de la mémoire, de l'oubli, des espèces de paysages, de branches, de chemins, de ramures, d'évocations, la présence-absence. Il y a un poème qui s'appelle Présence-absence, un autre qui s'appelle Provisoire-identité, donc qui joue sur ces espèces d'effets de contraste. Ça m'a mis dans un état, hypnotique, et ça me laisse un peu sur le bord de la route parce que je suis pas embarqué en fait, et j'ai l'impression, paradoxalement, alors que c'est une poésie qui parle souvent du mouvement, qui est immobile en fait. C'est-à-dire les poèmes s'enchaînent et j'ai l'impression que ça n'évolue pas. Anne Dugin. Oui, alors de ce point de vue-là, c'est effectivement un recueil au sens où il n'y a pas du tout cette dimension narrative avec un début et une fin, ni à l'échelle du poème, ni à l'échelle du livre, ce qu'on retrouve en revanche dans le recueil précédent dont on a parlé de Louise Gluck. Alors, vous avez dit c'est une poésie qui ne rime pas. Moi, je tiens à dire que cette poésie, si elle m'emporte par un bout, entre guillemets, ou sa manière de m'emporter, c'est que ça, je trouve que c'est du beau vers, ça chante. Il a un vers très musical. C'est quand même devenu suffisamment rare pour être souligné. Vous trouvez que la poésie, que dans la poésie actuelle, par exemple, Anne Dugin, ça chante beaucoup moins? C'est moins l'enjeu pour les poètes. Je trouve qu'on tend peut-être à oublier que
que la poésie reste un art de faire des vers, quand bien même ils sont libres, quand bien même ils ne riment plus, il y a des quand bien même alexandrins on un peu plus, d'ailleurs. voilà. Rythmiquement, il y en a formes qui ressemblent à des quelques-uns. Oui, alexandrins. en fait, il est entre 8 et 12 syllabes. Il oscille entre l'octosyllabe et l'alexandrin. C'est un vers mais qui est en vers libre. Enfin, c'est pas du tout. Il reste pas du tout prisonnier d'une métrique quelconque. Il a un vers qui respire. Il a un vers très très chaloupé. Et ça, moi, j'y suis immédiatement sensible. Par ailleurs, il a aussi ce que je suis obligée d'appeler de grandes trouvailles poétiques dans le langage, quand il évoque la musique fine des fumées, la tristesse des gens et des sentiers. Il a ce vers aussi que je trouve très beau: j'habitais un langage sans blessure. Il faisait grand jour parmi les mots. Et il clôt le recueil sur cette expression du printemps exact que je trouve très forte. Finalement, ce qu'il retrouve, c'est le printemps exact, le soleil vertical, le soleil debout. Ça parvient à cristalliser en moi des images fortes, un chant finalement, avec des poèmes qui réellement respirent. Et je crois qu'il fait partie de ceux qui représentent encore une ambition de la poésie qui est de faire des vers, en fait. Et ça m'importe. Est-ce que c'est pas une ambition un petit peu dépassée? C'est-à-dire que parfois on a l'impression que Lionel Rey, il appartient à un moment de la poésie qui était très important en France, mais qui maintenant effectivement tend à s'étioler et va moins parler à des générations plus jeunes qui vont lire de la poésie, et que même la dimension confidentielle de son nom, c'est-à-dire que son nom, il est quand même pas très connu. C'est quelqu'un d'important dans le domaine de la poésie, mais pas du grand public, quoique la poésie soit pas vraiment non plus grand public. Peut-être que ça tend à changer. Je sais pas si c'est forcément démodé, parce que comme disait Anne, la question de la forme, elle revient tout le temps. Et la fait de faire des vers, ça se pose à chaque génération. Moi, la question des thèmes, ce qui la pourrait question du chant. peut-être être démodé, voilà. Alors, je sais pas si c'est démodé en fait, mais ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'à force d'évocation de ce monde, je me suis demandé en fait quel monde il construit, enfin quel monde poétique est évoqué, c'est-à-dire dans cet univers. Donc on parle de villages, de forêts, de chemins, etc. Et moi, ça m'a semblé un monde qui finalement était assez abstrait, c'est-à-dire immédiatement poétique, c'est-à-dire c'est le monde de Philippe Jacotet par exemple, qui existe déjà, qui est donc un des grands noms de la poésie aussi, qui était dans l'évocation des formes de la nature ou de ces choses-là. Après, je tiens pas forcément à ce qu'on utilise des mots comme bitume, béton, pour comprendre passoire, de quoi on parle, voilà, pour être du dans quotidien. Un truc un peu plus quotidien. Mais la répétition de ces mêmes mots, c'est-à-dire je vois plus la feuille au bout d'un moment. Ça s'épuise un peu, et je vois une espèce de répétition de choses qui finissent par devenir un peu du cliché. Mais Anne Dugin, en fait, c'est ce que vous reprochez un tout petit peu à Louise Gluck, c'est-à-dire que cette abstraction-là, en fait, elle n'arrivait pas vraiment à l'atteindre. Peut-être que Lionel Oui, mais alors, Rey, c'est étrange, c'est presque le reproche miroir. C'est-à-dire que Lionel Rey, ce que je lui s'y reproche, ce serait que d'être trop méditatif. Pour le coup, le réel autour de lui devient complètement brumeux, absent, allusif en réalité. Allusif parce qu'il est bien question de la forêt, il est bien question de la maison, il est bien question des arbres, etc., du vitrail parfois, etc. Mais c'est vrai que ça peine à constituer un univers, là où Louise c'était l'inverse, c'est-à-dire elle campe un univers très fort, et c'est elle finalement dont je sais pas où elle est. Mais pour revenir sur Lionel Rey, il me semble important de dire ce qu'il a représenté, qui à mon avis n'est pas dépassé. On s'en fout. Il appartient à une génération qui monte en poésie, si on peut le dire, dans les années 80. À une époque où, et là encore il y a un écho, où l'objectivisme américain marque considérablement les poètes français, que sont Denis Roche, Emmanuel Aucard, et qui affirment très fort que voilà, le sujet c'est terminé, l'histoire c'est terminé. C'est formaliste. Voilà, et qui retiennent de l'objectivisme américain. Je dis bien qu'ils retiennent, parce qu'en fait il y a d'autres choses dans l'objectivisme américain, qui ne retiennent de cette ambition que son formalisme entre guillemets et le fait de cadrer. Et donc Lionel Rey appartient à une génération qui réaffirme la possibilité de parler du sujet avec son histoire, avec ses décors, avec sa vie intérieure, d'assumer une forme d'expression de l'émotion subjective, mais de le faire encore avec retenue, et pas ils se prennent pas pour Lamartine, si vous voulez. C'est contrairement à quelque chose qui a été souvent reproché, avec un travail sur la forme, sur la musicalité du vers, sur le phrasé, qui redevient ample, qui n'est pas cassé, déstructuré comme certaines écoles formalistes ont pu le revendiquer, mais qui finalement
poursuivre la route d'une poésie du lieu, d'une poésie du sujet et de l'histoire qui importe et qui, en fait, je pense, a des héritiers aujourd'hui dans des formes beaucoup plus contemporaines de jeunes gens dont on a déjà parlé à ce micro, qui investissent de vouloir parler du monde tel qu'il va, de leur intimité, etc. En réalité, évidemment, ce ne sont pas des héritiers de Lionel Rey, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ils sont dans le fil d'une poésie qui ne se veut pas formaliste, justement. Romain. Moi, ce qui me surprend, c'est-à-dire en lisant ce recueil-là, il parle de choses qui sont l'air difficiles, de dissolution du moi dans le paysage, de confrontation à la mémoire. On sent qu'il y a du deuil, on sent qu'il y a tout ça. Mais à aucun moment, moi, cette émotion me transcende, vous alliez le dire. Me transperce, je ne sais pas. Alors que chez Louise Gluck, beaucoup plus. J'ai trouvé que l'évocation, la concrétude de la finitude de l'existence est plus sensible. Mais sur ce rejet quand même du formalisme, Anne Dugin, c'est vrai que je partage quand même l'avis de Romain sur ces poèmes de Lionel Rey. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le framboisier n'a plus rien du framboisier. On ne le voit plus du tout. La feuille n'est plus. Il fait quand même un truc qui revient très souvent, c'est il met un blanc entre deux segments de mots. Oui, le vert est comme troué au milieu. Oui, je dirais pas du tout qu'il n'y a pas de forme chez Lionel Rey, bien au contraire. Et je la crois en réalité très tenue. Et peut-être plus que chez Louise Gluck. Dans son ambition de faire un poème qui respire avec une amplitude du vers qui sert la respiration. Mais je pense que pour moi, c'est trop bien rangé sur la page. Il y a quelque chose du poème qui est trop bien rangé sur la page et trop bien rangé dans les émotions, quoi. Alors je signale quand même, il y a quand même quelques très beaux poèmes, je finirai là-dessus. Vous avez parlé tout à l'heure de provisoire identité, vraiment cette question de l'identité qu'on a chez Louise Gluck, du jeu qui s'étiole. Absolument. Et l'identité qui se disperse où seuls les mots restent, sont quand même des très beaux poèmes. Ce sont les récits de l'ombre et autres poèmes de Lionel Rey, c'est chez Gallimard. Et oui, c'était une table critique Gallimard. Merci à tous les deux. Anne Dugin, on vous lit dans la revue Esprit. Romain de Bec-de-Lièvre, on vous écoute sur France Culture. Très bientôt pour une série documentaire, ce sera en janvier, sur les masculinités dans LSD. Toutes les références sont sur le site de France Culture, à la page de l'émission Les Midis de Culture et sur l'application Radio France.